On attend Margot. Il ne devrait pas tarder à se connecter. Bonsoir, bienvenue. Ah voilà Margot. Hello! Hello! Hello Margot! Ça Comment va? vas-tu? Ouais, je vais baisser le son. Tac, là j'étais à fond. Alors, tu sais que c'est mon premier live Instagram, hein, Ah, donc bah, tu vois, voilà. toujours une première fois. Voilà, Voilà! super. Bah, il y en a pas mal qui ont dit ça et finalement qui ont très vite pris goût. Donc voilà, ça se passe Ok, généralement bien et ça donne envie aussi d'en faire assez souvent. Hello, hello à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. On va attendre peut-être une petite minute que tout le monde arrive. T'es en super. forme, Margot? Oh, mais toujours, bah, surtout pour Toujours. cette cause-là, hein. Ah ouais, Toujours de l'énergie. super, génial, top. Et j'ai envie de te dire, et toi, comment ça va? Parce que vraie question, parce que juste parenthèse, il est 18h30, il fait déjà nuit, mais ça choque personne. Bah tu sais, on prend l'habitude, hein, chaque automne c'est la même chose. Mais ça me dérange pas, moi je suis une espèce de chat, donc ça me va bien, moi. Ça donne une bonne excuse, hein. Mais tu sais que j'ai une de mes amies qui me disait que le couvre-feu, ça lui donnait une bonne excuse pour ne pas sortir. Ah, Ouais, tu vois? c'est un point de vue, hein. C'est ça, faut savoir trouver le positif partout. Exactement. Bah, on va certainement en parler d'ailleurs ce soir, de trouver un peu de Ouais. positif. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'au niveau de la caméra, c'est bon? Au niveau des yeux, tu me dis? C'est ok, je te vois parfaitement bien, c'est super. J'ai mis Je la sais pas si lumière pour relever mon table blafard. est-ce que tout le monde nous voit bien, nous entend bien? Si vous pouvez mettre un petit pouce. Mais si moi je t'entends bien, c'est que normalement tout le monde devrait bien t'entendre. Il y a un petit pouce, un petit OK. Oh! Ah ouais. Je Donc, reconnais des noms, je reconnais des noms de la Maison Rose, donc je suis contente. ah, c'est cool. Génial. Super. Ben, on va commencer. Merci pour les petits pouces levés. Juste, bah voilà, merci à Margot d'avoir accepté de faire ce live ce soir. Moi, je suis Laurence Fagner, j'œuvre aux côtés de la Vie Kintsugi, donc qui accompagne des patients, des aidants et des soignants autour de la maladie et notamment autour du cancer. Et donc ce soir, et dans le cadre de l'opération Octobre Rose, voilà, on avait envie de faire un focus sur la vie professionnelle et Margot a gentiment accepté donc d'animer ce live. Donc merci à toi. Margot, tu es coach carrière Rose Up et tu es Ouais, également fondatrice de We On Board. Alors, je te propose, avant de nous lancer dans le cœur du sujet, allez. bah, de te présenter, de te Ah dévoiler. ouais, en fait, j'étais pas prête pour le pitch, en fait. J'aime bien surprendre. Moi, je suis Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Margot Théroux. J'ai une vie qui est assez riche et complète d'un point de vue professionnel, mais qui est toujours animée par celle de guérir les femmes. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. J'ai été chasseuse de tête pendant 4 ans en finance à Londres. Donc, on est vraiment dans le cliché du recruteur mauvais, méchant, etc. Mais j'étais quelqu'un de sympa. Et je suis rentrée en France et j'ai monté 2 entreprises, une qui fait du conseil en égalité pro et une autre qui s'appelle We On Board qui fait du conseil en carrière. Et je suis bien sûr là parce que je suis coach carrière au sein de Rose Up, qui est une association une association pour les femmes qui sont en avant, pendant ou après le cancer. Voilà. On appelle une des soins de support. Super. Ok. Est-ce que tu veux te présenter aussi, Laurence? Comment? Tu veux te présenter toi aussi? Bah, je me suis présentée rapidement, juste peut-être aller directement au thème de ce soir, parce que je pense que nos followers attendent impatiemment le sujet. Il y a eu quelques petits commentaires qui, justement, certaines personnes avaient pas mal de questions sur le sujet. Donc, le thème de ce soir, c'est le retour au travail après un cancer. Ouais. Donc, je pense que tu vas
peut-être nous apporter pas mal de biscuits, j'ai envie de dire, sur le sujet et peut-être un peu de conseils sur comment s'y prendre, comment s'organiser et puis comment verbaliser un peu ce parcours avant, pendant et après cancer. C'est ça. Donc exactement. Donc en fait, effectivement, après le traitement d'un cancer, le retour dans la vie professionnelle, c'est souvent pensé comme la fermeture d'une parenthèse. On a l'impression que maintenant, vu que les traitements sont terminés, on va pouvoir revenir à une vie soi-disant normale, ou autrement dit la vie d'avant. Et bien souvent, c'est ainsi que l'on se représente le fait de travailler, c'est un peu finalement retrouver un bout de sa vie d'avant. Et c'est pour ça que d'ores et déjà, dans les accompagnements que l'on fait à Rose Up et dans tous les accompagnements, et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas du tout idéaliser le retour au travail, il faut juste le prendre tel qu'il est, et je pense que la clé, c'est de le préparer. Et du rêve à la réalité, généralement, il n'y a qu'un pas, un pas qui peut être douloureux. Et peu à peu, en fait, des difficultés auxquelles on n'aurait pas songé, on va finalement les rencontrer, que ce soit dans les mois qui vont arriver ou dans les mois qui suivent. Ça peut être la fatigue, ça peut être des réactions inappropriées de la part de la hiérarchie et des collègues, ça peut être une charge de travail, ça peut être le suivi médical. Et la réintégration dans l'entreprise, généralement, c'est une étape qu'il faut préparer. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, avec toute l'énergie qu'on a pour la fin de la journée. Donc, si tu me permets, on abordera 3 points au cours de cet atelier, de ce live. 1, ce que le cancer change. On va parler peu, mais parler vrai. 2, comment on fait pour anticiper le retour. Et 3, comment choisir la meilleure formule en fonction de vos états de santé, de comment vous vous sentez. Et puis, bien sûr, à la fin, il y aura toute une partie questions un peu Q&A, comme disent les Britanniques, questions-réponses, pour qu'on puisse. Enfin, moi, je sais que chaque femme et chaque homme est différent. Chacun vit le cancer à sa façon, et les témoignages sont toujours des ressources assez inestimables. Super Margot, je te propose d'avancer, puis moi je listerai les questions. Si toutefois il y en a pendant que tu parles, je les listerai et je te les reposerai au fur et à mesure pour pas te couper dans ton élan. Dans mon énergie. Exactement. Écoute, ça me va, merci beaucoup. Et puis on se retrouve quand j'ai fini de dérouler tout ça. Ok, salut. À toutes. Super. Donc, première partie, on va aborder ce que le cancer change. La clé d'un retour au travail réussi, c'est vraiment déjà de comprendre ce qui s'est passé en nous. Déjà, il y a 4 notions qui sont essentielles. La première, c'est l'importance du travail. Alors, on va pas vous sortir une feuille de philo, vous n'allez pas devoir me faire une rédaction sur la notion de l'important, mais il est essentiel que vous vous interrogiez sur ce que représente pour vous la reprise du travail. Est-ce que pour vous, reprendre le travail, c'est retourner à une vie normale? Est-ce que c'est trouver ou retrouver des repères? Est-ce que c'est redevenir quelqu'un? Et c'est hyper important. Ou est-ce que c'est devenir finalement acteur de sa vie plutôt que spectateur? Pourquoi je vous dis ça? Puisque je pense que parmi l'audience, il y a des personnes qui sont en traitement, qui sont en fin de traitement. Et en fait, finalement, la reprise du travail, elle est idéalisée parce qu'en fait, on s'imagine qu'on va retrouver sa vie et c'est finalement retrouver un bout de soi d'avant lorsque, en fait, on était un peu dans cette innocence de la maladie. Et vraiment s'interroger et se mettre face à soi-même et de se dire qu'est-ce que signifie pour moi reprendre le travail? Est-ce que je vais retrouver mon statut social? Est-ce que je vais retrouver mes repères? Est-ce que j'en ai marre de me faire malmener par ma chimio, par ma radio, par mon hormonothérapie? Voilà, c'est vraiment ça en fait finalement la reprise. C'est vraiment se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui est important pour moi dans cette reprise. Et c'est vrai que quand on travaille dessus durant les ateliers de reconversion, c'est des questions que les femmes ne se posent pas parce qu'en fait elles s'imaginent pas que ça puisse à ce point toucher leur estime et leur vision de la vie professionnelle. La deuxième chose à savoir sur ce que le cancer change, c'est le changement. En fait, dans beaucoup de cas, on peut se sentir décalé, en marge. Et peu importe la durée de la maladie, la durée du traitement ou le nombre de mois auxquels vous avez été absent ou absente, sachez que l'entreprise a changé, mais vous aussi. Il y a plein de choses qui changent dans l'entreprise et les savoir, c'est anticiper son retour de la meilleure des façons. Qu'est-ce qui a changé? Vos collègues. Je ne vais pas vous rappeler qu'en France, on aime bien rester 3 ans sur son poste. Donc, pour peu que vous étiez dans la phase des 3 ans avec vos collègues sont peut-être partis. Votre manager a peut-être changé aussi. Les outils de travail ont peut-être changé, des nouveaux logiciels, les nouveaux systèmes, je sais pas moi, pour déclarer ses congés ou ce genre de choses. Les lieux,
Peut-être que l'entreprise, elle a déménagé ou peut-être qu'elle a réorganisé les bureaux. Ça, c'est des choses auxquelles il faut se dire, bah oui, moi j'étais absente, mais l'entreprise a continué de vivre aussi. Mais il y a aussi vous qui avez changé finalement. Votre image, sur le regard que vous portez sur vous a changé. Vous vous voyez peut-être plus forte, vous vous voyez plus fort, plus forte, plus courageux. Il y a peut-être des choses que vous tolériez avant et que maintenant vous allez plus tolérer parce que vous avez cette notion de la vie qui a changé. Votre philosophie de vie, du coup, a changé aussi. Avant, je passais mes jours et mes nuits dans l'entreprise. Est-ce que maintenant que j'ai conscience du prix de la vie, j'en ai toujours envie? Il y a ça qui a changé aussi. Vos priorités? Avant, ça me dérangeait pas de bosser jusque 23 heures pour un dossier à rendre le lendemain à 8 heures. Maintenant, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, avec mes amis, confinés, mais avec mes amis quand même. Et enfin, il y a le regard que vous portez sur votre travail. C'est-à-dire que vous aviez l'impression d'être utile et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, après la maladie, enfin de femmes et d'hommes, et moi je parle de ce que je connais, donc je vais parler des femmes, en fait, ont envie d'aider les autres. Elles ont cette espèce d'altruisme qui se réveille en elles en se disant on a tellement fait pour moi durant la maladie que moi à mon tour j'ai envie de donner et j'ai l'impression que dans mon travail en fait je donne pas assez. Et donc, le cancer, comme chaque maladie grave, rappelle ce que l'on a tendance à oublier, la vulnérabilité humaine. Et dès lors, en fait, on va progressivement s'interroger sur le sens que l'on donne à sa vie. Et donc, forcément, notre vision sur le travail, notre vision sur l'entreprise, ça va changer. Et c'est normal et c'est pas grave. Ça veut dire, Margot, que souvent on pense en tous les cas à une reconversion. C'est souvent le cas pour beaucoup de personnes qui finalement n'ont plus de sens dans leur travail ou pas suffisamment. Et du coup, c'est l'occasion, l'opportunité de se reconvertir. Tu le constates souvent? Ah oui, totalement. En fait, dans les programmes d'accompagnement que je fais sur le cancer, c'est en 3 étapes. Et la première étape, on va dire, on est 5. Et à la deuxième étape, je leur ai demandé de réfléchir, je leur ai expliqué ce qu'était une reconversion, et en fait, j'en perds la moitié. Parce que, en fait, elles se disent que, oui, c'est une façon un peu idéalisée de se dire, ah bah, j'ai envie de donner du sens à ma vie, etc. Sauf que pour donner du sens à sa vie, on n'a pas besoin de travailler dans des assos. En fait, on peut juste en donner en étant heureux, agréable, etc. Donc, c'est un peu fantasmé, la reconversion professionnelle. Mais typiquement, il y a de très belles marques, notamment il y a une marque qui s'appelle Les Frangines, qui est une jeune femme qui a eu le cancer et qui a eu envie de ça et qui en fait a fait des foulards avec des franges intégrées pour les femmes qui souffrent d'alopécie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de perdre ses cheveux durant le cancer. Et donc, ça typiquement, voilà, c'est une belle preuve que parfois la maladie en fait apporte malgré elle des belles choses. Voilà, sur ce deuxième point. Le troisième point que la maladie change, bien sûr, c'est le regard des autres. Il arrive que la maladie change le regard des collègues et peut créer un décalage. Et sachez que le changement, il est toujours hyper difficile à vivre des deux côtés, hein. Que ce soit pour les collègues ou pour vous. On ne sait jamais trop comment se comporter face à la maladie. Et la solution, c'est de leur donner le là, en fait. C'est d'être le chef d'orchestre. C'est-à-dire... avec votre entourage professionnel proche qui travaille avec vous et qui forcément va se rendre compte de votre absence quand vous allez commencer les traitements, ne pas hésiter à leur dire, moi j'ai envie qu'on parle de ça, j'ai pas envie que vous me posiez de questions sur ma maladie, vous pouvez me demander comment ça va, mais si vous voyez que je rentre pas dans le sujet, ne m'en parlez pas. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense, à la personne malade atteinte du cancer de dire à ses collègues comment elle a envie qu'elle se comporte avec, comment elles ont envie qu'elle se comporte avec elle. Mais c'est pas toujours évident. Excuse-moi Margot, mais c'est pas toujours évident de dire, écoute, franchement, c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder. Enfin, il y a des personnes qui vont facilement le verbaliser et d'autres pour lesquelles ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai eu le cas de figure il y a pas très longtemps et j'ai assisté à une conversation et c'est vrai que du coup la personne qui a souffert d'un cancer était un peu sur la défensive. Donc, est-ce que c'est pas évident de devoir aussi se justifier parce qu'on n'a pas envie d'en parler, parce que voilà, on est passé à une autre histoire, à une autre page du livre. Donc, toi, quels sont tes conseils? Comment tu accompagnes les personnes justement à instaurer ce fameux là dont tu parles? En fait, je pense qu'on ait envie d'en parler ou qu'on n'ait pas envie d'en parler, il faut le dire. Parce que sinon, il y a une espèce de zone d'ombre un peu floue qui va se créer entre la personne et ses collaborateurs.
Bah, en fait, une question toute bête, mais le matin, quand ils vont arriver au travail, et ils vont pas oser dire salut, ça va? Et limite, il y a le collègue d'à côté qui va pas oser se plaindre que son gamin, il a pas dormi de la nuit et qu'il est fatigué, parce qu'il va se dire ah bah non, moi j'ai pas le droit de me plaindre parce que moi j'ai ma collègue à côté, elle est en train de vivre une chimio et est encore plus fatiguée que moi, et si je me plains, je vais passer. Et en fait, les personnes, chacun en fait réagit par rapport au cancer, par rapport à son histoire personnelle. Il y en a pour qui vont vraiment prendre ça comme un paramètre et qui vont parler normalement avec la personne. Il y en a, au contraire, ils vont se revivre le cancer d'une personne qu'ils ont perdue, qu'ils ont vécu. Et donc, je pense que juste dire à ses collègues, j'ai envie que vous en parliez de telle façon, c'est hyper dur. Et franchement, ça demande une abnégation. Mais c'est des warriors, donc je me dis, elles ont forcément fait pire. Donc voilà, ça demande une abnégation, une résilience à se dire à ses collègues, bah voilà comment on va parler de la maladie. Mais le fait de dire à ses collègues comment il faut en parler, ou ne pas en parler d'ailleurs, ça permet de mettre le cadre et de se dire, OK, les personnes pourront me demander si ça va, j'en parlerai si j'ai envie, mais par contre, si je vais pas dans le détail, et elles le sauront que ça veut dire qu'il faut pas qu'on aille dans le détail. Isabelle voilà, nous dit la maladie apporte de la force et donne de nouvelles perspectives d'avenir auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. C'est tout à fait ça. Ouais. Et Isabelle, que je félicite parce qu'elle a fait cette expérience qui s'appelle Chacun son Everest. Et c'est des femmes. Tu connais, Ouais, bah voilà. C'est des femmes qui partent pendant une semaine à la montagne et qui gravissent des échelons après la maladie. Et je la félicite pour l'avoir fait. Donc Sacré challenge, ouais. Ouais, je sais même pas si on a été capable de le faire. Vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi Marie. Non, mais j'aime bien quand on échange comme ça. Vu que je suis prof, ça me donne, ça me change un peu. Ah voilà, Isabelle qui nous dit oui. Super. Et alors, oui, ce que le cancer va changer, bah, c'est qu'en fait, désormais, c'est mon dernier point de cette première partie, le cancer va changer que désormais, vous devez vivre avec une nouvelle personne dans votre vie qui est la maladie. Et donc, c'est ce que je vous disais un petit peu au début, c'est que beaucoup de personnes vont voir la reprise du travail comme la vie d'avant, sauf qu'en fait, désormais, il y a une nouvelle invitée qui s'appelle la maladie. Je sais qu'il y en a qui leur donnent des petits noms, hein. Donc, il y en a qui s'appelle Samon Crabe, voilà. Voilà, chacun l'appelle comme on le souhaite. Mais désormais, en fait, il faut savoir aussi que le cancer, et ça on en parle très peu, va bousculer le fonctionnement cognitif. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des difficultés de concentration, c'est normal de ne pas retrouver sa force physique, et c'est normal de ressentir de la fatigue. Et accepter que la maladie va bousculer notre fonctionnement cognitif, c'est vraiment, on va dire 80% du travail fait, parce que moi je sais que dans les webinaires que je fais, il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais Margot, c'est hyper frustrant, avant j'arrivais à tout me souvenir de tête, là j'ai l'impression d'avoir la mémoire d'un poisson rouge. Enfin, peut-être que vous en voyez aussi au sein de la vie Kintsugi des personnes qui vous disent ça, qu'elles ont l'impression de réfléchir moins vite, ou plus lentement, ou d'oublier. Et en fait, le fait d'être en lutte avec ça, bah, en fait on se met dans des mauvaises dispositions. Tandis de se dire ok, le cancer change, y compris mon fonctionnement cognitif, c'est pas grave, je vais apprendre à faire autrement. Je vais développer des techniques, des alternatives. Bah, si je perds la mémoire, je vais mettre des reminders. Si je suis un peu plus fatiguée, l'après-midi, bah, je vais faire ma charge de travail le matin, etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que le cancer change pour résumer un peu cette première partie? La vision du travail, son importance, notre relation aux autres, notre relation au travail, le regard des autres et bien sûr le fait de vivre avec une nouvelle invitée qui est donc la maladie. Maintenant, comment anticiper le retour? C'est la deuxième partie. Non, parce qu'une fois qu'on sait ça, on dit ok, elle est bien gentille, Margot, elle m'a dit ce que ça a changé, mais moi maintenant je veux des actions. Et vous avez raison. Dans la mesure du possible, pour anticiper le retour, il ne faut absolument pas perdre de vue cette perspective pendant votre arrêt. Et pareil, je vais vous donner, alors je revérifie combien de petits conseils, 5 conseils pour apprendre pour anticiper son retour et retourner au travail de la meilleure des façons. Déjà, le premier conseil, c'est de garder le lien. Il est préférable, durant la durée de votre absence, de ne pas couper tout contact avec votre entreprise, mais d'avoir un point de contact. Alors, ça peut être votre manager si jamais vous avez une super bonne relation avec lui, mais ça peut être des collègues avec lesquels vous êtes hyper proches pour pouvoir en fait vous tenir au courant de ce qui se passe.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont en fait vous expliquer les changements de l'entreprise et donc du coup, vous allez pouvoir en fait habituer votre cerveau à avoir des nouvelles, mettons, une fois par semaine, une fois par mois et savoir comment ça se passe dans l'entreprise et donc être moins stressé lors de la reprise. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Oui, bah, je trouve Laurence. que c'est super. D'ailleurs, j'encourage certains. J'ai vu Sophie. J'encourage les coachs santé de la vie Kintsugi à ne pas hésiter à intervenir et à témoigner sur leur vécu. Mais oui, oui, tout à fait. De toute façon, garder le lien. Je fais souvent moi, ma première expérience, ça a été le congé maternité. Et souvent, Ouais. quand on part en congé maternité, ben, on part plus ou moins 6 mois. Enfin, ça a été mon cas. Et j'ai vraiment fait ma blonde au retour de congé maternité, où en fait, j'avais pas vu de Tipex. C'était moi à l'époque, avant que je parte, le Tipex c'était un pinceau. Et quand je suis revenue de congé mat, le Tipex avait changé de forme. Enfin bref, et je me suis sentie complètement décalée. Pourtant, j'étais partie que 7 mois. Ouais. Et c'est vrai que partir plusieurs mois sans garder de lien, ben, ça peut renforcer effectivement l'appréhension. Merci Sophie qui nous dit oui, très vrai. Merci Sophie. Je vous connais pas, mais merci. Exactement. Il faut garder le lien et à vous encore une fois, vous êtes la chef d'orchestre, le chef d'orchestre de votre parcours soin, même si le cancer, vous ne l'avez pas choisi, vous pouvez choisir comment ça se passe. Et si vous, bien sûr, vous n'êtes pas trop fatigué, si vous n'êtes pas trop stressé, je vous invite vraiment à faire un point mensuel, bimensuel, hebdomadaire si vraiment vous êtes motivé. Mais bon, au moins une fois par mois, ça serait avec un collègue un peu pilier, avec votre manager, enfin avec quelqu'un dans l'entreprise qui va vous dire, bah voilà, les potins, un tel est parti, un tel est arrivé, on a changé. Et comme ça, au moins, vous allez vous dire, ok, je sais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise et donc forcément pour le retour au travail, ça sera forcément beaucoup mieux. La deuxième chose que je vais vous conseiller, c'est pas spécialement préconisé par la bien-pensance, mais je vous le dis parce que je sais qu'à Rose Up, elles aiment bien, c'est de prendre un temps de convalescence. Ce n'est pas parce que le cancer est fini, que les traitements sont finis, que le cancer lui aussi. Entre les traitements et la reprise, je vois tout le temps des personnes qui enchaînent. C'est-à-dire que on finit les chimios, on finit la radio, on finit l'hormono, enfin on finit l'hormono sa vie, mais on finit les traitements et de suite après, le lundi d'après, on reprend au travail parce qu'on a eu le go du médecin et voilà. Et moi, je vais vous demander juste de vous autoriser une semaine en plus, de demander au médecin traitant, à votre oncologue, de rajouter une semaine en plus pour faire cette transition. Parce qu'en fait, vous allez passer dans un milieu où vous étiez hyper médicalisé à votre vie professionnelle et en fait, entre les deux, votre cerveau, il n'a pas le temps de s'habituer. Donc, partez une semaine, demandez juste à prolonger d'une semaine votre arrêt pour dormir, parce que voilà, en fait, la fatigue émotionnelle, elle va retomber, pour faire un séjour à la campagne, faire de la virose, enfin voilà, faire quelque chose, un sport très doux qui soit adapté bien sûr à votre maladie, faites pas n'importe quoi surtout, hein, voilà, quelque chose qui soit adapté avec vos opérations. Faire une cure thermale, je sais qu'il y a Ah, merci Sophie. Il y a il y a l'assurance maladie qui rembourse certaines cures thermales ou en tout cas qui les prennent en charge à hauteur de 50, voire 70, voire 90%. Donc vraiment faites-vous une phase d'alternative, enfin, en fonction de votre budget. Même si ça consiste à rester chez vous et à allumer une lampe rose et à faire de la méditation pendant une semaine, faites-le. Faites-vous cette semaine de convalescence où vous pensez qu'à vous et où vous êtes vraiment sur vous et vous préparez mentalement à reprendre le travail et en fait vous vous réénergisez. Voilà. Je vois que Sophie du coup a confirmé donc c'est bon. Je me dis je vais pas me faire taper. Non, mais c'est ça, c'est s'accorder une petite bulle Ouais. avant de re-rentrer dans cette sphère qui va de toutes les manières nous faire remettre dans un rythme un peu strident. Enfin, en tous les cas, avec des horaires, avec beaucoup de contacts, du bruit. Enfin, voilà, le quotidien d'une sphère professionnelle. C'est Il y a ça. un petit message d'Isabelle qui dit: je suis retournée 2 fois sur site pendant mes traitements et cela crée vraiment du lien. Et en plus, cela fait plaisir de voir ses collègues et eux sont aussi contents de vous revoir. Ouais, c'est ce que tu disais, Margot, exactement, Isabelle. Je pense que c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vos collègues aussi, ça les a certainement déstabilisés de vous voir partir, d'apprendre aussi la maladie, parce que il y a la maladie qui est pour le patient, mais aussi tout son cosme. Et donc, voilà, d'avoir des nouvelles, c'est aussi rassurant et puis ça maintient aussi pour eux un lien. Prendre du Mm. temps pour soi et profiter du moment présent est très important.
Bah oui, Isabelle, effectivement. Et on a Boon Project qui dit, personnellement, j'ai dû travailler tout au long des traitements. Le statut d'intérimaire ne propose pas d'indemnité pour pallier à la perte de salaire. Effectivement, en fonction des statuts, malheureusement, on n'a pas forcément toujours le choix. Mais ce qui serait intéressant, Boon Project, ça serait de savoir ce que tu as pu mettre en place pour essayer, malgré tout, de te préserver pendant la maladie. Mm. Il y a une association, je crois, qui s'appelle Bicare, il me semble, qui, elle, accompagne les indépendants. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose parce qu'intérimaire, c'est un autre statut, mais je sais que c'est une association qui accompagne les indépendants ou les professions libérales. Mais à revérifier. Il faudra que je revérifie sur ce point. Super. Donc, voilà. Donc, effectivement, sur ce deuxième point, c'était effectivement de s'accorder, c'est une espèce de bulle, comme tu l'as dit, une bulle temporelle, un moment, en fait, on va être juste avec soi et rien d'autre en fait, pour s'autoriser un petit peu de joie et de recentrage, parce que clairement, après tout ça, on en a bien besoin. Le troisième conseil pour reprendre le travail, c'est de lister les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes heureuse ou heureux, pardon, habitude de reprendre. C'est tout bête, hein. Mais parfois notre cerveau va nous montrer ce que l'on veut voir. Et donc, est-ce que vous avez déjà vu, enfin, je pense que ça vous est déjà arrivé, hein, mais une fois on vous a dit, oh, regarde, t'as vu, il a l'oreille tordue. Et en fait, ça dire, ah ouais, il a l'oreille tordue. Bah, c'est la même chose avec, j'extrapole, hein, mais c'est la même chose avec le travail. Si vous éduquez votre cerveau à le convaincre que c'est une super bonne chose que vous reprenez le travail, en écrivant la liste tous les jours, en la relisant, en la lisant à haute voix, en disant bah voilà, je suis contente de reprendre le travail parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime mes collègues, parce que l'environnement est cool, parce que la cantine est bonne. Enfin, il y a plein de raisons. En fait, le fait d'éduquer votre cerveau à voir le positif, en fait, vous allez vous auto-convaincre que c'est une bonne chose de reprendre le travail. C'est une petite astuce à la méthode Coué. Ouais. Le quatrième conseil, c'est bien sûr d'être bien accompagné et plusieurs interlocuteurs, bien sûr, peuvent vous aider. Donc, il va y avoir bien sûr le médecin du travail pour la visite de pré-reprise et puis la visite de reprise, hein, puisqu'il y a une visite de pré-reprise qui va valider ou non votre reprise du travail en fonction de la maladie. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où vous pouvez lui demander une semaine ou deux de rab, entre guillemets. Et ensuite, vous allez avoir la visite de reprise qui va voir en fait comment ça se passe, etc. Vous avez bien sûr les services des ressources humaines qui peuvent vous aider dans vos entreprises pour vous faire soit des actions de formation, des remises à niveau, des stages de réintégration. Alors, c'est pas souvent le cas, c'est proposé que dans les grands groupes. Mais en tout cas, les services des RH, généralement, dans les petites entreprises, peuvent se montrer d'une grande aide et en tout cas d'une grande humilité. Et donc, ça fait du bien. Après, bien sûr, il y a les assistantes sociales de la caisse d'assurance maladie de votre région qui sont là pour vous aider et pour vous expliquer tout ce micmac avec vos droits, etc. Et puis, il y a bien sûr les assistantes sociales qui sont sur vos lieux de soins en fonction de là où vous êtes traité. Alors, je parle de Paris, mais que ce soit à Roussy ou à Marie Curie. Enfin voilà, j'ai plus les noms des hôpitaux sur Paris, mais sur chaque hôpital, là où est-ce qu'il y a des personnes qui ont le cancer, il y a souvent des assistantes sociales ou des assistantes sociales qui sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire appel à eux. Ils sont là pour ça. Et sur toutes ces questions de reprise au niveau du salaire, etc., et de prise en charge, c'est vraiment eux les bonnes personnes. Et puis après, bah, vous avez tout ce qui est soins de support, comme la Vie Kintsugi, comme Rose Up, comme toutes ces associations qui donnent du temps et qui sont là pour vous aider avec grand plaisir. C'est ce que j'allais dire, Margot. Effectivement, à la Vie Kintsugi, on accompagne pendant la maladie, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, après la maladie. Parce que Sophie, qui était là il y a quelques secondes, on en a parlé récemment, et c'est vrai que parfois, après la maladie, le cosme médical nous lâche. On était face à lui au quotidien, ensuite il nous lâche et on est un peu abandonné dans la tumulte de notre quotidien. Et du coup, à la Vie Kintsugi, les coachs santé continuent à accompagner régulièrement les malades et les aidants aussi post-maladie. Mais c'est souvent ça, hein. C'est vrai que le problème, c'est que généralement, les personnes, lorsqu'elles sont dans leur parcours de soins cliniques et médical, elles sont hyper encadrées parce que voilà, il y a les rendez-vous avec les oncologues, les chimios, etc., les thérapeutes, les radios. Mais c'est vrai qu'une fois que ça se termine, en fait, il y a une sensation de vertige et des associations comme la Vie Kintsugi, ce sont des associations qui accompagnent en fait cette suite. Et donc, ouais, bravo. Je fais juste un petit coucou à Constance Hamel, qui est la fondatrice la super fondatrice de la Vie Kintsugi. Voilà. Enchantée Constance et bienvenue du coup sur le live. Alors du coup, cinquième point pour
pour anticiper le retour, c'est bien sûr d'organiser la visite de pré-reprise. Alors, j'en ai un tout petit peu parlé avant et je vais un peu plus la détailler maintenant. La visite de pré-reprise, il s'agit d'une consultation avec le médecin du travail pendant l'arrêt maladie et elle permet de préparer la reprise du travail. Le médecin va évaluer votre état de santé et donc il est hyper important de lui donner l'ensemble des documents médicaux que vous avez, les comptes rendus d'hospitalisation, l'ensemble des rendez-vous consultations, etc. Mais aussi, surtout, il pourra se mettre en relation avec votre oncologue, bien sûr, si vous lui donnez l'accord, pour avoir une vision élargie de ce qu'a changé la maladie pour vous. En plus de ça, et c'est pourquoi c'est c'est important d'organiser cette visite de pré-reprise, c'est qu'en fait, il va évaluer les contraintes de votre poste de travail et c'est à ce moment-là où vous donnez tout, vous ne cachez rien, parce qu'il va évaluer les contraintes physiques. Est-ce qu'il y a le port de charge, de marche? Est-ce que vous êtes souvent debout? Il va évaluer les contraintes organisationnelles. Est-ce que vous travaillez la nuit? Est-ce que vous êtes seul? Il va évaluer les contraintes chimiques. Est-ce que vous travaillez au contact de produits dangereux et donc forcément vous n'allez pas pouvoir, ça va peut-être rentrer en contact avec certaines molécules de votre traitement. Évaluer les contraintes aussi psychologiques, la charge mentale, etc. Et donc du coup, en fait, la visite de pré-reprise avec la médecine du travail, il faut vraiment pas la négliger. Je sais que c'est souvent le cas. On se dit oh là là, c'est pas possible, etc. Il faut vraiment y aller, donner toutes les informations, parce que dites-vous que le médecin du travail ne vous connaît pas et il ne connaît pas qui vous êtes, votre environnement. Et si vous lui dites bah voilà, je travaille à côté, je travaille dans le BTP, je dois supporter des charges lourdes, etc. Si vous lui dites pas, en fait, il va accepter votre reprise du travail et au moment, pour peu que vous soyez opéré du cancer du sein, vous allez devoir porter quelque chose, elle va dire ah bah non. Donc voilà, donc j'ai pris un exemple un peu grossier, hein, bien sûr, mais c'est vraiment de dire de ne pas négliger cette visite de pré-reprise et de lui donner toutes les informations pour être sûr que votre reprise soit vraiment parfaite et calée. On a un joli message d'Isabelle qui dit Rose Up et la maison Rose Paris ont changé ma vie. C'est joli, c'est sympa. Oh. Isabelle, fan numéro 1. Le tout, et en fait, de toute façon, l'avantage, c'est que quand les personnes ont un bon sentiment, que ce soit la vie Kintsugi ou Rose Up, le tout, c'est vraiment de trouver et de choisir toutes les associations qui peuvent vous faire du bien parce que vous le méritez, en fait. Et si plus vous êtes entouré d'associations, de personnes qui sont là pour vous aider, et plus la reprise se fera en douceur. Donc, choisissez toutes les associations possibles et faites-vous plaisir, vous le méritez. Donc, pour résumer cette deuxième partie avant d'attaquer la suite, ça c'est mon côté conseil, ça. Pour anticiper le retour, il faut garder le lien. Prendre un temps de convalescence, allez, 1 ou 2 semaines, voire plus. Dresser la liste de toutes les bonnes raisons pour lesquelles on est hyper content de reprendre le travail. Être bien accompagné et bien organiser sa visite de pré-reprise. Est-ce que tu vois autre chose là-dessus? Non, je pense que c'est pas mal. Je pense que tu as fait le tour. Super. Et ensuite, je vais terminer avec ce dernier petit point qui est choisir la meilleure formule. Ça, on ne le sait jamais. En fait, il y a plusieurs formules. C'est-à-dire que soit vous pouvez reprendre le travail en temps normal, c'est-à-dire juste vous reprenez le travail à temps plein. Généralement, le médecin va préconiser le premier point qui est ce qu'on appelle un mi-temps thérapeutique. Le MTT pour les intimes. Non, je rigole. Donc, c'est le mi-temps thérapeutique ou le temps partiel thérapeutique, hein, vous l'appelez comme vous voulez, hein, chacun son petit nom. En fait, ça va vous permettre de reprendre votre poste en douceur, mais tout en ménageant votre fatigue et en vous laissant du temps pour vous. Mais attention, ça, je le vois très souvent, c'est pas parce que vous êtes à mi-temps thérapeutique que vous devez faire votre travail comme si vous étiez en temps plein. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, en fait, vont essayer de faire sur 3 jours ce qu'elles devraient faire en 1 semaine. Je vous rappelle qu'un mi-temps thérapeutique, c'est pour vous permettre de vous guérir et de continuer vos parcours de soins en continuant à travailler. Si vous vous stressez en faisant en 3 jours votre travail en 5 jours, autant vous dire que le résultat va être absolument proche de 0. Et donc, prendre un mi-temps thérapeutique, c'est accepter de diminuer sa charge de travail. Et ça se passe là-dedans. Juste pour un petit point légal, pour bénéficier du temps partiel thérapeutique, il faut qu'il y ait eu en amont un arrêt de temps de travail à temps complet. Donc, par exemple, je sais que les personnes qui ne se sont pas arrêtées, comme ça a été le cas malheureusement, alors j'ai plus le pseudo, mais pour la personne qui nous a dit qu'elle avait dû continuer parce qu'elle est intérimaire, malheureusement, le mi-temps thérapeutique, ce n'est pas possible dans ces cas-là. C'est Boop Project. Boop Project, c'est ça.
Si jamais il y a des personnes qui ont repris le travail à temps plein et qui se sont rendues compte que c'était beaucoup trop ambitieux, c'est possible hein, de bénéficier du mi-temps thérapeutique juste après. C'est pas parce que vous êtes remis à temps plein que vous n'y avez plus le droit. Et enfin, je regarde dernier point un peu légal. Nanana. Le temps partiel thérapeutique compte comme un arrêt de travail pour la sécurité sociale et donc la durée totale de l'arrêt couvert par les indemnités est de 3 ans en secteur privé et 5 ans en secteur public. Alors ça, je ne suis pas juriste, mais ça, c'était les points un peu importants. Une fois que vous êtes de retour au travail, la deuxième formule, ça peut considérer en un aménagement de poste, donc c'est-à-dire en fait réaménager votre poste en fonction de vos contraintes physiques, psychiques ou émotionnelles. Hein. Ça peut être, bah voilà, si vous travaillez dans le BTP, bah passer peut-être sur le côté un peu plus office manager parce que forcément vous pouvez plus porter des charges lourdes. Et enfin, la troisième option, c'est bien sûr la reconnaissance qu'on appelle en RQTH. Donc c'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et donc en fait, ça permet de faire un dossier en 3 parties pour bénéficier du coup de cette comment on appelle ça, c'est un accord entre guillemets, ça vous permet juste vous de travailler en fait, d'avoir un statut, voilà, c'est le mot que je cherchais, et de bénéficier en fait de l'accompagnement de certains organismes spécialisés dans tout ce qui est personnes en question de handicap. Si certaines personnes qui nous suivent ce soir ont envie de partager soit des bonnes pratiques, soit des difficultés, qu'elles n'hésitent pas, on reprendra les questions au fil de la présentation de Margot. Voilà. De toute façon, j'ai fini. Ben voilà, super. Tu vois, je t'avais dit 30 minutes. Oh là là, donc, en gros, quel talent. T'as vu, on est sur le timing. Hein. Non, mais en fait, voilà, sur la dernière partie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Une fois qu'on a repris le travail, c'est d'être à temps plein, c'est d'être à mi-temps thérapeutique, c'est de bénéficier du coup d'un aménagement de poste. Et si vraiment c'est trop compliqué, c'est de demander la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Voilà. Super, génial, c'est très complet. Margot, si demain certaines personnes ont envie de suivre des ateliers voilà, qui vont les accompagner sur du coaching, mais vraiment orienté professionnel, est-ce qu'elles peuvent faire appel à toi via Rose Up? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr. En fait, vous avez donc du coup, ouais, la Rose Up, c'est une association et en fait, on organise des ateliers sur la reconversion pro. Je fais des webinaires qui sont accessibles sur Facebook, qui sont gratuits. Hein, donc, vous pouvez aller sur Facebook. Ouais, c'est Facebook, c'est il y a le programme sur le site web. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont envie de suivre, alors on fait des séries. Hein, je fais CV, LinkedIn, lettre de motivation, comment mentir sur son CV. Enfin voilà, c'est pas mentir, c'est la déguisable. Comment enrober. Voilà. En vrai, moi c'est ce que je dis. En vrai, ah oui, non mais de toute façon, dans la vie professionnelle, c'est sauf qui peut. Hein. Ouais. T'as raison. Mais on partagera justement toute cette actualité parce que je pense que ça peut vraiment intéresser toute notre communauté. Donc, on partagera l'accès à tous ces webinaires. Est-ce que vous avez des questions? Oyez, oyez. Est-ce qu'il y a des questions ou des partages, des réactions à ce qui vient d'être dit? Des questions techniques? D'ailleurs, j'en profite, hein, Laurence, s'il y en a qui ont envie qu'on refasse des lives sur la vie pro avec, pendant ou après le cancer, qu'elles n'hésitent pas. Moi, ce serait avec grand plaisir. Voilà, c'est dit. Effectivement, on a fait un petit sondage en stories il y a quelques jours et tout ce qui avait attrait aux professionnels, ça intéressait pas mal. Ouais. Donc, peut-être effectivement, on fera un live sur une autre thématique. Ça pourrait être intéressant. Sur déguiser son CV ou des choses comme ça. Pas mal, ouais. Est-ce que du coup, il y a des questions par rapport à ce que Margot a dit, à votre vécu, des interrogations? Je rappelle que ce live sera disponible dans notre IGTV aussi sur la chaîne YouTube de la vie Kintsugi dès que je l'aurai posté. Donc, si vous voulez revoir, si vous venez tout juste d'arriver, vous pourrez revoir ce live en décalé. Mais si vous avez des questions, on va profiter encore une petite minute de la présence de Margot pour y répondre. Et s'il n'y a pas de questions, on va se quitter. En douceur. En douceur.
Non, mais voilà, enfin, je pense que vraiment, si en attendant que les questions arrivent, la clé pour la reprise professionnelle après le cancer, c'est vraiment la préparation. C'est tout se préparer, c'est préparer son retour, ses points, la reprise. Enfin voilà, et je vois qu'on a eu des personnes tout au long de l'atelier qui nous disent oui, le fait de maintenir le lien, le fait de bien m'organiser, de m'accorder une pause, en fait, c'est vraiment d'être acteur, en fait, et d'être acteur, actrice malheureux de sa maladie et de se dire, ok, j'ai pas choisi la maladie, mais je peux choisir comment ça se passe, je peux choisir comment ça se passe mon retour au travail, et donc se dire bon bah voilà, je suis la chef d'orchestre, c'est moi qui vais décider ce que je dois faire, c'est moi qui vais décider comment mes collègues vont me parler de ma maladie, et en fait finalement le fait d'avoir un peu cette maîtrise, c'est quelque chose qui est hyper satisfaisant parce que se dire ok, alors le cancer il est là, mais par contre moi je vais choisir comment je le vis. Là, on Donc, a Constance, donc Constance, qui, je rappelle, est la fondatrice de la Vie Kintsugi et aussi coach santé, qui nous dit c'est super clair et toute la partie liée aux démarches est tellement importante. Et Sophie qui nous dit merci pour ces infos très claires et cet enthousiasme. On a plein de merci. Et puis Alove qui nous dit qu'elle est arrivée à la fin mais qu'elle regardera le replay. Avec plaisir, Alove. Si tu es d'accord, on va clôturer. Il n'y a pas forcément de questions, mais bien évidemment, vous pouvez envoyer des messages sur le compte Instagram de la Vie Kintsugi. On relaiera auprès de Margot. Margot, un grand merci d'avoir participé à ce live. Je pense que c'est le premier d'une longue série. En tous les cas, merci pour ta joie de vivre, ton enthousiasme et tout ce que tu impulses. Voilà, c'est super, c'est magique d'avoir affaire à toi en direct, en live. Merci. Merci à toi pour avoir organisé ça. Merci à Constance d'avoir créé cette très belle association. Et puis j'espère vous revoir toutes très bientôt. Merci beaucoup Margot, merci à toutes et puis bonne soirée. À bientôt. Merci à toi aussi, à bientôt, au revoir.